Les podcasts du Figaro. En ce petit matin du 8 juin 1708, le soleil se lève sur la jolie péninsule de Barú. C'est au large de Carthagène des Indes, en Colombie. Un décor de cartes postales aux plages blanches et aux eaux turquoises. Rien ne saurait troubler ce petit paradis des Caraïbes, si ce n'est la gigantesque bataille navale qui se prépare entre Espagnols et Anglais. Une vingtaine de navires de guerre sont impliqués. Parmi eux, le San José, le galion de la couronne d'Espagne, un puissant vaisseau amiral équipé de 64 canons, commandé par le capitaine Santillán. À son bord, une cargaison extraordinaire, 200 tonnes d'or, d'argent et de pierres précieuses. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Parce qu'elle nous plonge dans les mystères de l'histoire, les grandes chasses au trésor fascinent. Qu'il s'agisse de trains enfouis dans les entrailles de la Terre ou de bateaux engloutis par les océans, ces traques ont souvent des enjeux importants. Des enjeux de mémoire, des enjeux financiers. Elles nourrissent aussi la passion des aventuriers, mais parfois celle des États. Parmi les 14 navires de guerre espagnols, il y a aussi le San Joaquín, 64 canons, le Santa Cruz, 44 canons, ainsi que 2 navires français. En face, les Anglais ne sont pas en reste. Eux aussi affichent leur puissance navale. L'Expedition et ses 70 canons, commandés par le capitaine Henry Long, le Kingston, 60 canons, et aussi le Portland, 50. Cela fait plusieurs semaines que la flotte anglaise patrouille dans la mer des Caraïbes. Son but ? Empêcher les Espagnols de rapporter chez eux les richesses fabuleuses qui viennent des colonies du Nouveau Monde. Le roi d'Espagne, Philippe V, qui est en pleine guerre de succession, en a cruellement besoin. Pas une once d'or n'est arrivée à Madrid depuis 6 ans. Louis XIV l'a choisi comme nouveau souverain du royaume ibérique. Mais sa désignation ne fait pas l'unanimité. L'Armada est partie de Portobello au Panama 2 jours auparavant, et ce, malgré les avertissements quant aux manœuvres anglaises. Le général Santillán a jugé les mers assez larges et les routes assez nombreuses pour voguer vers Carthagène. La flotte doit faire escale à la Havane avant de prendre la route de l'Espagne. Quand la bataille se déclenche au large de Carthagène, les Anglais prennent très vite le dessus sur les Espagnols. Mais alors que le navire anglais l'Expedition se trouve à quelques mètres du galion espagnol et qu'il se prépare à l'abordage, la poudrière du San José explose. C'est soudain et très spectaculaire. Les planches et les éclats de bois pleuvent, les grandes voiles s'enflamment. Le puissant 3-mâts sombre rapidement, tellement vite que l'équipage n'a même pas le temps d'une prière. C'est un désastre. Sur plus de 700 membres d'équipage du San José, seulement 17 survivants. Les autres navires connaissent des fortunes diverses. Le Santa Cruz est capturé avec sa cargaison et emmené à Port-Royal, sur l'île de la Jamaïque. Le San Joaquín, quant à lui, réussit à s'échapper et à se réfugier à Carthagène. Il arrivera par la suite à bon port, en Espagne. La bataille de Barú est finie. Commence alors la quête du Graal des chasseurs d'épaves, celle de la cargaison du San José que certains évaluent à 1,2 milliard de dollars. En 1980, le ministère colombien de la Culture l'a estimée à 10 milliards. Quoi qu'il en soit, la cargaison du San José est une des plus riches jamais perdues. Les années défilent et les siècles passent et aucun chercheur d'or, aucun aventurier ne met la main sur le trésor. La mer des Caraïbes ne livre pas son secret, le mystère reste entier. Première alerte en 1981. L'entreprise américaine Glauca Mora Company annonce qu'elle a localisé l'épave. Elle revendique aussitôt ses droits sur 50% de la cargaison. La Colombie proteste immédiatement. Depuis, les décisions de justice ont donné tour à tour raison à la société américaine et au gouvernement colombien. Et le trésor n'a pas été repêché. 33 ans plus tard, en 2014, le président colombien Juan Manuel Santos reçoit un cadeau étrange de l'historien et anthropologue Roger Doulet.
Il s'agit d'une carte ancienne de la mer des Caraïbes et elle indiquerait les coordonnées de l'épave. Au début, personne ne prend au sérieux le document, mais ensuite, le ministère de la Culture organise des réunions de travail entre l'équipe de l'historien et l'Institut colombien d'anthropologie et d'histoire. L'équipe de Roger Doulet a réuni des archives inédites. Elles proviennent de la Havane, de la Jamaïque et d'Espagne. Grâce à celles-ci, le gouvernement pense pouvoir localiser le galion. Il déclare dans la foulée que les coordonnées de la Glocamora Company sont fausses. En janvier 2015, une nouvelle compagnie, suisse, Maritime Archéologie Consultant, dite MAC, est mandatée par le gouvernement colombien pour démarrer les recherches au large de Carthagène. Le 5 décembre de la même année, le président fait une annonce triomphale sur Twitter. Le San José a été retrouvé. Le chef de l'État colombien avertit qu'il tiendra une conférence de presse à Carthagène où il donnera tous les détails, ou presque. L'épave a été localisée par 60 mètres de fond. L'équipe disposait des équipements les plus modernes, sonars, mini-sous-marins et appareils photographiques spéciaux. Et parmi ce matériel, le robot sous-marin autonome Remus 6000, le même qui s'était illustré en retrouvant en 2011 l'épave du vol Air France 447 Rio-Paris qui s'était abîmée en mer en 2009. Les clichés diffusés sont impressionnants et ne laissent aucun doute. On y reconnaît immédiatement les canons du San José, grâce à leurs ornements sculptés dans le bronze et qui représentent des dauphins. 10 décembre 2015, c'est le jour de l'investiture du président argentin Mauricio Macri. Autour de lui, plusieurs chefs d'État, dont l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, et les présidents péruviens, équatoriens et colombiens, bien sûr. Le San José est au centre des conversations. La scène est racontée par Juan Manuel Santos lui-même. Sachant que le gouvernement espagnol avait très vite affirmé ses droits sur l'épave et son trésor, le roi espagnol aurait lancé au président colombien « Ils se sont réveillés tôt pour réclamer le galion. » et se serait trouvé répondu « Oui, Majesté, Dieu aide celui qui se réveille tôt. » C'est à ce moment que le président péruvien serait à son tour intervenu pour rappeler que l'argent du galion devait, selon toute vraisemblance, provenir du Pérou. Après une ultime boutade du chef d'État colombien, le président équatorien aurait suggéré une autre solution, redistribuer ce trésor entre les pays sud-américains. La revendication espagnole sur le San José provoque une levée de boucliers en Colombie. On dénonce non seulement le manque de fondement juridique de cette demande, mais également une attitude jugée sans scrupules. Cela reviendrait à dire que tout ce qui existe en Colombie et en Amérique latine appartiendrait à la couronne d'Espagne pour des raisons de lien historique. La question est en effet complexe. Il s'agit d'une épave espagnole située dans les eaux territoriales colombiennes et chargée de richesses extraites au Pérou. Et si on ajoute que l'entreprise américaine Glocamora Company estime avoir bien localisé le San José en 1981, voilà une affaire qui se complique encore plus. Pour exploiter l'épave et ses trésors, le président colombien a choisi de faire appel à un partenariat public-privé. Il veut construire un musée spécialement dédié au San José à Carthagène. Les coûts de recherche du galion sont évalués à 6 millions de dollars. Les opérations de remontée et la construction du musée se chiffrent à 70 millions. Pour financer ce chantier, Juan Manuel Santos veut faire peser tous les risques financiers sur la société MAC. C'est elle que le président a commandité pour les recherches. Il la paiera ensuite en lui accordant une partie des éléments de l'épave, à savoir ceux qui n'appartiennent pas au patrimoine national colombien. Il s'agirait donc de l'hypothétique or et argent qui se trouverait encore dans les entrailles de l'épave. Le calcul que le président colombien propose est le suivant. Sur les premiers 150 millions de dollars de trésors remontés, la société MAC en touchera 45%. Entre 150 et 300 millions remontés, 40%. Entre 300 et 500 millions, 10%. Ensuite, l'ensemble reviendra à la Colombie. Mais c'était sans compter sur le successeur de Juan Manuel Santos, Iván Duque, qui conteste cette décision. Sa vice-présidente, Marta Lucía Ramírez, est en charge de ce dossier très sensible pour les Colombiens. Et ses déclarations sont sans ambiguïté. Il est inenvisageable de vendre ou de monétiser le trésor, comme il est inadmissible qu'il se disperse.
Pour elle, cette découverte doit rester regroupée. Elle doit être exposée pour que les Colombiens et les visiteurs venus du monde entier puissent l'admirer. Et le fait qu'une partie de cette découverte puisse servir à payer une société privée serait problématique. Cela impliquerait qu'une partie de l'histoire colombienne soit dispersée chez les antiquaires du monde entier. Dans la mesure où l'on estime à environ 1 millier le nombre d'épaves le long des côtes colombiennes, ce serait un précédent inacceptable. De son côté, l'Espagne n'a pas renoncé à ce qu'elle considère comme ses droits sur l'épave et son trésor. Pour Madrid, le bateau appartient à l'État espagnol. À ce titre, il doit revenir à l'ancienne puissance coloniale. Elle se fonde pour cela sur le droit international, et notamment sur la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001. C'est une convention soutenue par l'UNESCO et notamment signée par l'Espagne et la France. D'après ce texte, les bateaux d'État en mission militaire sont imprescriptibles, et ce, même s'ils se trouvent au fond des mers. Ils restent donc la propriété des États qui les ont affrétés. Or, il se trouve que la Colombie n'est pas signataire de ce texte, tout comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou le Royaume-Uni. Le 12 décembre 2018, le gouvernement espagnol a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec la Colombie pour sortir de l'eau le San José. Un accord qui aurait été obtenu 1 mois plus tôt lors du sommet ibéro-américain au Guatemala. Mais cette affirmation a été immédiatement démentie par la vice-présidente colombienne. Il semblerait que les fabuleux trésors du San José restent encore longtemps au fond de la mer des Caraïbes et ses secrets avec. Merci d'avoir écouté cet épisode. La prochaine fois, je vous raconterai une autre histoire de chasse au trésor, alors soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site du Figaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire de la fabuleuse cargaison du San José est à l'origine un article écrit par Patrick Bell dans le Figaro du 28 août 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.